on est dans un niveau de complexité de la science qui est descendu à un tel point qu'il n'y a que les experts de l'art qui sont capables véritablement de pouvoir juger de ces éléments. Il faut bien le dire, une perte de confiance qui est liée à des crises sanitaires successives, en gros depuis Tchernobyl, depuis la vache folle, depuis la sang contaminé, depuis etc. Et puis on est, troisième élément, dans une perception du risque qui a changé, c'est-à-dire qu'on accepte les risques individuels, même avérés, quand on a le sentiment de les maîtriser. C'est vrai de la cigarette, 70 000 morts par an, de la conduite en voiture, etc. On n'accepte pas des risques collectifs qu'on a du mal à appréhender. Plus l'incertitude est grande, plus la défiance en fait, de nos concitoyens est importante, en fonction du sujet et en fonction de la façon dont ils touchent en fait, nos concitoyens, en fonction du fait que ce risque, ils le prennent eux-mêmes ou il est porté par le collectif et donc ils l'assument, enfin ils y sont exposés sans le vouloir ou ils s'y exposent. Quel que soit le niveau, faible ou fort de risque, ils ont une appréciation qui est différente en fait, un positionnement qui est différent de ce... On ne peut plus rester dans le schéma de gauche qui est, y a les experts, ils sont sur leur piédestal, ils disent la vérité scientifique, et puis derrière, il y a le bon citoyen qui, puisqu'on lui explique, va comprendre, et donc va accepter ce qu'on lui dit. Ce schéma-là, c'est fini, ça ne marche pas. Souvent, mes collègues des agences sanitaires, à l'EFSA par exemple, mettent des sociologues ou des sciences humaines et sociales dans leur direction de la communication. En gros, on va communiquer au public et on va se mettre quelques sociologues dedans pour expliquer en quoi le risque est acceptable. Ce qui est absolument contre-productif pour, une fois qu'on a la perception du risque dans la société, c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir faire varier l'acceptabilité du risque en expliquant que tout est bien géré. Et pour atteindre le public, pour l'informer, lui faire comprendre quel est ce niveau de risque et quelles sont les mesures qui sont prises en œuvre et qui sont mises en œuvre et comment, finalement, face à ce risque, est-ce que les politiques mises en place de gestion de risque sont adaptées au risque ? Eh bien, on a besoin de médiateurs. Et ces médiateurs, c'est les médias, c'est les associations ou les organisations professionnelles, c'est de plus en plus les réseaux sociaux et leur capacité de déformation. Et on voit bien qu'on a à prendre en compte, en fait, le passage évaluation de risque, décision publique, pour qu'il percole, en fait, jusqu'à nos concitoyens et au public de façon générale. Et bien, ce sont deux sociologues, enfin c'est des philosophes des sciences, Fintovix et Ravets, qui disent souvent, et c'est ça que j'essaye d'expliquer à nos ministres, des décisions politiques dures peuvent seulement être construites sur des informations scientifiques molles. Aujourd'hui, on est malheureusement, par rapport aux effets que l'on cherche à détecter, pas capable d'avoir de démonstration directe. On construit des modèles, on construit des faisceaux d'arguments, on construit tout un ensemble de poids de preuves sur des arguments scientifiques qui permettent de graduer, de diminuer l'incertitude et d'estimer une probabilité d'un risque pour la santé et l'environnement. Et c'est toute la question de construire une politique publique, j'autorise, j'interdis, à partir d'une science qui dit « vous avez une certaine probabilité ». Donc je pense qu'on ne peut pas apporter de questions scientifiques rationnelles simples pour expliquer, démontrer, en pensant que les gens vont comprendre et vont accepter. Ça, c'est fini. On est dans un changement de paradigme où il faut construire une expertise qui est dans un dialogue permanent avec la société. On ne peut plus être dans une approche simpliste, bénéfice-risque. Et par exemple, sur les produits phyto et sur l'agriculture, le bénéfice-risque, il ne peut plus être vu uniquement au niveau de l'agriculture et de l'agriculteur. Il faut le percevoir au niveau de l'impact global dans la société. Alors, l'ANSES, là-dedans, donc, a été créée en 2010. Elle a été créée par la fusion de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement et du travail. Elle a aujourd'hui une gouvernance, et
j'espère que ce que je dis là illustrera le propos que j'ai tenu dans cette assemblée, c'est-à-dire elle est fondée sur une gouvernance très ouverte. J'avais le plaisir d'être à la table avec un expert de l'ANSES et un administrateur de l'ANSES, puisque le conseil d'administration est formé des 5 collèges du Grenelle de l'environnement, organisations professionnelles, monde associatif, enfin ONG, organisations syndicales, représentants ministériels, élus nationaux de l'AMF et de l'ADF. Donc on a une gouvernance qui est ouverte à la société. On a d'ailleurs même des comités de dialogue que l'on réunit régulièrement sur des sujets un peu sensibles, notamment sur les nanomatériaux et les radiofréquences. Et puis j'ai inauguré le 2 février une nouvelle plateforme de dialogue auquel la FNSEA a participé sur justement l'usage, l'évaluation et l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Donc, si je reviens à mes produits phyto ou PE, le système européen, il est basé sur une réglementation qui est extrêmement exigeante et extrêmement détaillée sur le plan scientifique, et sur une répartition des rôles entre la première étape, qui est une évaluation de la substance active, par exemple le glyphosate, qui est fait au niveau européen. Donc elle est faite au niveau européen, la substance active est homologuée au niveau européen, d'où le vote sur le glyphosate qui a eu lieu en décembre, sur la base d'un dossier d'évaluation qui est construit par un État membre, en l'occurrence c'était l'Allemagne, puis à une peer review par l'ensemble des 28 États membres qui vont commenter l'évaluation qui est faite par l'État membre rapporteur, puis l'EFSA et ses panels d'experts endossent l'ensemble de l'évaluation qui est portée dans les instances politiques de la Commission, et c'est un vote des représentants des États membres qui amène l'homologation de la substance. Une fois que la substance est homologuée, chaque pays va pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché des produits qui concernent cette substance, c'est-à-dire du Roundup. Et pour chaque produit, chaque carton, chaque posologie, chaque marque commerciale, on délivrera une AMM et il y aura une évaluation de ces produits, ce qui nous mènera par exemple à restreindre en fonction de la zone géographique. Ce matin, j'avais des questions sur les distorsions de concurrence entre pays européens sur les produits phytosanitaires, mais il faut bien comprendre que les zones, il y a 3 zones en Europe, nord, centre, sud, que la France est dans la zone sud, qu'on n'a pas les mêmes conditions pédoclimatiques que le nord de l'Europe, et que c'est aussi des raisons pour lesquelles les usages autorisés ou les conditions d'utilisation ne sont pas identiques au travers de toute l'Europe. Et c'est ça tout l'enjeu des AMM, de donner des règles, en fait des guides d'évaluation, enfin des guides dans les autorisations de mise sur le marché qui permettent de garantir que dans les conditions d'utilisation préconisées dans les AMM et en appliquant les mesures de protection individuelle de l'utilisateur, voire les mesures de protection vis-à-vis des riverains, dans les conditions autorisées, je n'ai pas de risque inacceptable pour l'environnement, les abeilles et les utilisateurs et les riverains. Et c'est ça l'objet d'une AMM. Donc les agences d'évaluation font des évaluations de risque. Le CIRC à l'OMS fait une évaluation du danger.